Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je voudrais vous faire une petite mise à jour d'une histoire que j'avais racontée, qui avait bien plu quand j'avais que quelques abonnés sur cette chaîne. Donc je vais la mettre à jour et, je vais vous raconter ou re-raconter. Alors peut-être que ceux qui l'ont déjà entendu vont trouver des petites choses qui vont changer parce qu'il y a des choses qui me sont revenues ou bref, c'est pas important. Alors voilà, cette histoire, ça commence par l'histoire de mon grand-père. Mon grand-père était à la ligne Maginot. Et quand les Allemands sont passés par les Ardennes, il a été fait prisonnier. Ils sont partis de la ligne Maginot. Il m'avait dit qu'il était sur un camion, il était mitrailleur sur un camion. Et les Allemands les ont encerclés dans une forêt. Et tout le monde s'est rendu. Donc, il s'est retrouvé dans un train. Et ce train est parti pour l'Allemagne. Donc, il est parti dans un camp de prisonniers. Alors, je précise bien, pas un camp de la guerre, un camp de concentration, tout ça, non. Un camp de prisonniers pour prisonniers français. Ce qui n'avait rien à voir. C'était pas du tout la même chose. Euh, donc, il part pour ce camp et il est prisonnier là-bas. Arrive l'année 1942, fin 42, où il m'avait raconté, alors il est décédé, j'avais 9 ans, mais je me rappelle très bien de ces histoires, des quelques histoires qu'il m'a racontées. Donc, 42, fin 42, ou début 43, je sais plus, il était dans ce camp, et depuis peut-être 2 mois, il n'y avait plus rien à manger. Les Allemands ne leur donnaient plus à manger. Il y avait un problème, il y avait quelque chose, ils ne pouvaient pas savoir quoi, mais il n'y avait plus de nourriture. Donc ils crevaient la dalle, les mecs. Donc il m'a pas dit, mais j'imagine, vous imaginez, ils devaient bouffer des souris, des rats, le chat qui traîne, enfin j'en sais rien. Bon. Donc ils en étaient là. Donc très amaigris, les yeux creusés. Bon, vous imaginez la situation. Fin 42, début 43. Alors non, je précise déjà, c'était un camp où le camp était coupé en deux. Ils occupaient une des deux parties et le centre était séparé avec euh, une grande grille et un chemin de ronde. De chaque côté une grille, un chemin de ronde. Et voilà. Ou une grille, juste une grille au début. Juste une grille au début. C'est important pour la suite. Donc, il est dans ce camp et il me dit un jour, oups, un jour, il voit arriver de nouveaux soldats dans l'autre camp, l'autre partie du camp. Et à les entendre, ils comprennent vite que c'est des soldats russes qui ont été capturés par les Allemands. Donc, il voit que les Allemands donnent à ces soldats russes 2 pommes de terre. Les Russes savent pas trop où aller, ils sont au centre, tous groupés. On leur dit pas s'il faut aller dans les baraques, donc ils sont groupés. Et au bout d'un moment, les Russes se dirigent vers la grille, et à travers les barreaux, les espaces de la grille, du grillage, donnent chacun une patate à un Français. Parce qu'ils voient dans l'état où ils sont, ils voient que les Français crèvent de faim, ils voient et ils décident de les aider. C'est très russe, hein, très très russe de faire ça. Surtout à cette époque, encore plus que maintenant. Donc il leur donne une patate, ça leur sauve la vie, parce que quelques temps après, la nourriture est arrivée. Ça sauve mon grand-père. Voilà. Donc, fin de l'histoire. Il a été libéré par les Russes à la fin de la guerre. Voilà. Maintenant, en 2014,
J'étais à Kazan, et des jeunes viennent me voir et me disent, c'est des jeunes qui étudiaient le français, qui étaient des sortes de scouts, excusez-moi, mais ça arrête pas de tomber mon truc, qui étaient des sortes de scouts, et ils me disent en français, est-ce que vous voulez venir avec nous visiter les vétérans? Alors évidemment, oui. Donc je pars visiter les vétérans avec eux. Et leurs professeurs. Euh... Dina, doucement. Dina qui court après le petit chat. Donc, elle l'a vu de loin, elle est arrivée comme une fusée. Donc, je visite les vétérans. Une dame, un monsieur, qui vous reçoit dans son appartement avec toutes ses médailles, avec sa veste, qui vous raconte ses histoires de la guerre. Bon, on me traduisait la plupart, hein, parce que je ne comprenais pas du tout le russe. Et voilà. Et à un moment, on rentre dans un appartement, une jeune femme nous reçoit, les jeunes lui disent qu'ils viennent écouter les histoires de vétérans. Oui, parce qu'en Russie, pour savoir s'il y a un vétéran dans une maison, et il y a ça sur la maison d'Elena où vivait sa maman, sur le chambranle de la porte, il y a une étoile en métal qui est martelée, qui a été enfoncée à là, et ça veut dire que dans cette maison, un vétéran habite. Ça existe toujours. Hein. Chez la maman Elena, il y a toujours. J'essaierai de vous montrer ça un jour. Donc on rentre dans cet appartement. La jeune femme nous reçoit et nous emmène dans une chambre. Alors une chambre avec un lit, un bureau, une petite bibliothèque et un vieux monsieur, très vieux monsieur qui pouvait pas se lever, qui avait son pot de chambre à côté de son lit, qui avait la télé, qui avait, enfin bon bref, la petite fille ou l'arrière petite fille de ce monsieur, la petite fille peut-être, s'occupait de son grand-père ou arrière-grand-père. Donc on s'assoit, on nous donne des chaises, on s'assoit et il nous raconte ses histoires. Il nous raconte un tas de choses. Et on me traduit. Et à un moment, on me traduit ce qu'il dit, et il dit, alors j'ai plus la date, hein, c'est fin 41, fin 42 au début 43, j'ai été fait prisonnier par les Allemands. On nous a envoyés dans des trains, on ne sait pas où on nous a envoyés. On est parti dans les trains, on est arrivé, on nous a envoyés dans un camp. Et dans ce camp, il y avait une grille, et l'autre côté de cette grille, il y avait des gens qui crevaient de faim, qui étaient tout maigres, les yeux creusés, etc. Et à un moment, il y a un d'entre nous qui parlait français, et il a entendu parler français, il a dit « Vous êtes français ?» et les soldats ont répondu « Oui ». Et là, on a tous discuté, et on a décidé de donner une patate, une de nos 2 patates qu'on nous avait données, à ces Français. Et le monsieur, il s'arrête de raconter, à ce moment-là, et il dit pourquoi il pleure le Français? Et moi, j'étais en larmes, quoi. Enfin, j'étais... Vous imaginez? Vous comprenez la situation? Donc je pleurais. Je pouvais pas parler, je pouvais pas répondre aux questions. Rien que d'en parler, là, j'ai les boules déjà. Je pensais à mon grand-père, je pensais à tout ça. Et puis, au bout de 30 minutes, je raconte mon histoire. Et là, c'est lui qui se met à pleurer. Et il me fait comme ça, de venir près de lui. Et il me prend la main. Et... putain, j'ai les boules. Il me prend la main et il m'a pas lâché la main pendant peut-être... Je sais pas, j'ai pas vu le temps passer. Peut-être 1 heure, peut-être 2 heures, je sais pas. Les jeunes sont partis continuer à machin. Moi, je comprenais pas ce qu'ils disaient. Je parlais pas du tout russe à l'époque. Il me parlait pas, je lui parlais pas, mais il me tenait la main. Et c'était, je sais pas, c'était un des plus beaux moments de ma vie, je pense. Peut-être qu'il y en a eu d'autres, je sais pas. La naissance de mes filles, peut-être, mais je sais pas. Ça, c'était tellement fort
c'était tellement un truc qui n'arrive jamais, enfin que vous imaginez retrouver le type 70 ans après, qui peut-être c'est lui qui a donné une patate à mon grand-père et qui a sauvé la vie de mon grand-père, c'est incroyable, quoi. Donc je suis resté à côté de lui, puis au bout d'un moment, il a fallu que je parte. Il a compris. J'ai dit que je reviendrai le voir, et je l'ai pas fait. Alors je l'ai pas fait parce que je parlais pas russe. Je trouvais personne pour venir avec moi, pour traduire, et je l'ai pas fait. J'ai été con, et je sais, et je m'en veux toujours. Et il est mort, je pense, depuis le temps, parce que maintenant ça fait 10 ans, et il avait déjà 95 ans. Donc voilà, c'est un regret que j'ai, de ne pas être retourné le voir. Mais d'un autre sens, je me dis, c'est un regret que j'ai, mais j'ai quand même eu ce bonheur de le rencontrer, de parler avec lui. Ça m'a reconnecté un peu à mon grand-père, en fait, que j'ai pas connu assez. Et voilà. Donc cette histoire, je l'avais déjà racontée sur cette chaîne au début, et puis cet été, je crois. Mais bon, j'imagine que la plupart des abonnés que j'ai aujourd'hui n'ont pas été fouillés dans les 260 vidéos qu'il y a. Donc, bah, je vous la re-raconte parce que je la trouve importante. Je la trouve belle. Ça vous explique un peu aussi pourquoi je fais ce que je fais. Pourquoi je veux absolument que la Russie et la France restent amis et non pas que des débiles finis essayent de tout détruire, là, surtout en ce moment. Bon, bref, heureusement qu'il y a tous ces messages de soutien sous mes vidéos que je reçois de vous, et que d'autres Français qui font des vidéos ou des choses sur la Russie, comme Xavier Moreau ou Christelle Néant, reçoivent aussi des messages de soutien, d'amour de la Russie de la part des Français, etc. etc. Et ça c'est fantastique. C'est fantastique. La troisième fois que ça se casse la binette. Donc voilà, et ben voilà, je vous aurais raconté ma petite histoire. J'ai pas pleuré, donc c'est bien, je suis un grand garçon. À chaque fois je repense à ça, j'ai les boules. J'espère que je vous ai fait pleurer par contre, parce que je me souviens que la dernière fois, c'est ce que les gens m'avaient écrit sous la vidéo. Bon bref, voilà. Donc pensez à vous abonner, le pouce, taratati, taratata, la petite, ses lunettes, enfin bon, tout ce que je dis d'habitude, quoi. J'ai pas envie de m'étaler là-dessus aujourd'hui. Voilà. Allez, je vous laisse. À plus.